Compte rendu de la 21e réunion du Conseil des ministres, vendredi 24 septembre 2021. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidé par visioconférence ce vendredi 24 septembre 2021 la 21e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 5 points étaient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Premier ministre. La communication du Premier ministre a porté essentiellement sur 5 points, à savoir de la participation du Président de la République à la 76e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le Premier ministre a rappelé aux membres du gouvernement les grandes lignes du message du Président de la République qui s'est principalement articulé autour de 4 points, à savoir la situation sanitaire internationale marquée par la pandémie à Covid-19 ainsi que ses effets sur le plan humanitaire et l'économie mondiale. La situation politique en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier. Les perspectives économiques dans le monde, en Afrique et en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire en Afrique et en République démocratique du Congo. Il a souligné que le président de la République a salué les efforts entrepris par les États africains pour lutter contre la pandémie à Covid-19 qui, en dehors d'avoir emporté de nombreuses vies humaines, a perturbé le fonctionnement de l'économie mondiale. Quant au retrait progressif et responsable de la MONUSCO, conformément à la résolution 2556/20 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le chef de l'État a rappelé la souscription de notre pays au plan de transition élaboré à cet effet par le comité conjoint RDC-MONUSCO en collaboration avec la société civile. Du rappel des lignes de conduite en termes d'engagement budgétaire. Conformément aux directives du chef de l'État et au programme du gouvernement, ainsi que certaines décisions prises en Conseil de ministres, le Premier ministre a rappelé la nécessité d'améliorer la qualité de la dépense pour que les efforts réalisés par l'accroissement des recettes ne soient pas vains. Cette attitude présidentielle de membres du gouvernement en matière de dépenses devrait privilégier les investissements productifs pour le développement réel et durable de notre pays. De la rentrée scolaire 2021-2022. Dans la perspective d'une rentrée scolaire apaisée, fixée pour le 4 octobre prochain, le Premier ministre a engagé le gouvernement en faveur d'une reprise des cours apaisée à travers le pays, y compris dans les zones sinistrées où il faudrait éviter les dysfonctionnements. Les ministres sectoriels concernés ont été encouragés à tout mettre en œuvre pour l'atteinte de cet objectif. Par ailleurs, le Premier ministre a salué la tenue des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi du 9 au 14 septembre 2021. La tenue de ces assises a permis de formuler et de présenter plusieurs résolutions qui seront soumises à une relecture stratégique pour leur mise en œuvre. Du secteur du tourisme, le Premier ministre a rappelé au Conseil des ministres la participation du ministre du Tourisme à la 64e réunion de la Commission régionale de l'Afrique qui s'est tenue du 2 au 4 septembre dernier au Cap-Vert. À l'issue de ces assises, la République démocratique du Congo a obtenu par vote le poste de deuxième vice-président de cette organisation après la Côte d'Ivoire qui en assure la présidence et secondée par le Kenya. Ce qui permet au pays de regagner les sphères décisionnelles des instances internationales du tourisme et lui donner l'opportunité d'accroître son spectre touristique au regard d'énormes potentiels liés à l'écosystème environnemental.
du récent naufrage d'une embarcation à Calais. Le Premier ministre a attiré l'attention sur le récent naufrage d'une embarcation survenue sur le lac Kivu à Calais, au sud Kivu, occasionnant des morts et quelques cas de disparition des passagers. Il a rappelé la nécessité pour les ministres sectoriels compétents de veiller à la sécurité des embarcations au niveau des ports, ce qui passe par le respect des textes légaux et réglementaires en la matière. 2. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté l'état du territoire national qui demeure généralement calme. L'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la participation et l'intervention à la tribune ce 21 septembre 2021 du chef de l'État à la 76e réunion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Dans les grandes agglomérations, la police nationale poursuit également des opérations de lutte contre toute forme de criminalité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a informé le Conseil de la persistance des mouvements des éleveurs Mororo dans les provinces du Nord, dont le dernier afflux est signalé dans le groupe Guido, chefferie Mazinga, territoire Nyangara, dans la province de Ouéle. La présence de ces éleveurs étrangers à l'origine d'une tension entre les communautés locales à cause du comportement violent des intéressés. Il a également fait état d'une propension de la population au recours à la justice populaire dont les victimes se comptent parmi la population civile ainsi que les agents de l'ordre. Les autorités politiques et administratives ainsi que les forces de défense et sécurité ont été instruites aux fins d'inviter la population à faire confiance aux instances étatiques pour ce faire. Situation sécuritaire. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait part au Conseil de la situation sécuritaire qui demeure également calme et sous contrôle des forces de la défense et de sécurité. Dans quelques foyers d'insécurité qui persistent encore dans la partie est du pays, les opérations militaires se poursuivent dans le cadre de l'état de siège. Autant l'ennemi innove en mode opératoire, autant les FARDC croissent en degré d'adaptation des moyens en leur disposition. L'objectif étant de restaurer la sécurité, la paix, l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a également présenté au Conseil le bilan partiel de l'état de siège. Les groupes armés, Codeco, FRPI, FPIC et ADF-MTN sont les principaux acteurs de l'insécurité qui sont traqués dans cette partie du pays. Ils ont excellé dans les exactions sur la population, tueries, affrontements interethniques, interruption du trafic sur la RN27 et RN4, ainsi que le banditisme urbain. Avant l'avènement de l'état de siège, la situation se présentait comme suit. Le groupe Codeco occupait tous les sites miniers et imposait les taxes illégales dans sa zone d'influence. Le groupe FRPI occupait toute la partie sud de Bunia, commettant les mêmes exactions. Les FPIC, dérivés du Codeco, partageant le même espace que ce dernier, y régnaient en maître absolu. Les ADF, quant à eux, occupaient le sud d'Irumu et notamment les localités des Machini et des Mapipa dans la chefferie de Boga, localité conquise jusqu'il y a peu et reprise par les ADF. À ce jour, les avancées majeures ont été enregistrées. Des offensives d'envergure ont été menées par les FARDC dans l'espace infesté, ce qui a permis la reprise du contrôle
d'importantes localités. Si l'État avait perdu le contrôle de plusieurs localités dans le triangle de la mort, situé dans le nord, grâce à l'état de siège, les FARDC ont délogé les hors-la-loi dans tous les bastions, dont la célèbre vallée de Mwalika et Mayangose. Dans le Nord Kivu, plusieurs retranchements ADF ont été nettoyés et repris par les FARDC, autant que 37 localités. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a réitéré la détermination des forces de défense et de sécurité pour mettre hors d'état de nuire ces ennemis du peuple congolais. Évolution de la situation de la pandémie à Covid-19. La vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a dressé l'état d'évolution de la situation de la pandémie à Covid-19. Les opérations de vaccination se poursuivent et connaissent un grand engouement pendant que le gouvernement poursuit la diversification des vaccins pour accroître le panel de choix du peuple congolais. Dans le cadre de l'initiative COVAX, un lot de 250 000 doses de Pfizer est arrivé à Kinshasa ce 23 septembre 2021 et sera remis officiellement le 27 septembre prochain. Un autre lot de 400 000 doses de vaccins Sinovac et 403 200 seringues du gouvernement chinois est attendu à Kinshasa ce 29 septembre 2021. Le gouvernement continue d'exhorter la population à observer scrupuleusement les mesures barrières et à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. S'agissant de l'épidémie de méningite à Banalia, la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a informé le Conseil des actions qui sont en cours. Il s'agit entre autres de l'acheminement de la ceftriaxone vers la zone de santé Banalia, la mobilisation des ressources pour la réponse à cette épidémie auprès des partenaires techniques et financiers du gouvernement, le renforcement de la surveillance et l'investigation des cas dans les aires de santé voisines du foyer de l'épidémie et la poursuite de la préparation de la vaccination contre la méningite. Avant de clôturer son intervention, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a fait le point au Conseil sur les avancées de la série des séances de travail qui ont eu lieu avec le banc syndical de professionnels de santé. Rapport de la mission gouvernementale dans le Kasaï. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, a présenté au Conseil le complément du rapport de la mission gouvernementale effectuée dans la province du Kasaï suite à la pollution des rivières Chikapa et Kasaï. Par rapport aux missions assignées à chaque membre de cette délégation, il en ressort que, pour le ministère du Développement rural, les sites de forage d'eau, d'aménagement de sources et de fontaines ont été repérés dans les agglomérations longeant les rivières polluées et les états de besoin relatifs ont été élaborés en vue d'améliorer l'accès à l'eau potable. Les routes de desserte agricole et quelques infrastructures socio-économiques de base ont été visitées. Pour le ministère de la Pêche et l'Élevage, le site devant servir à l'installation de centres d'alvinage a été identifié et payé. Les travaux d'aménagement de ces différents étangs sont en cours et très bientôt, la construction d'un bâtiment où seront installés les bureaux. Il ne restera plus que l'approvisionnement en alevin et en produits de provendrie qui devront être commandés auprès d'une structure spécialisée à Kinshasa. Pour le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, l'assistance humanitaire d'urgence a été apportée et une évaluation approfondie de la situation avait été faite. Un document de plaidoyer de mobilisation de ressources du Trésor public en faveur de populations sinistrées a été élaboré. Un travail d'harmonisation avec d'autres ministères concernés a été réalisé en vue d'apporter un document consolidé reprenant tous les secteurs impliqués.
Pour consolider ces actions de réponse humanitaire, les ministres concernés et les ministres en charge du budget et finances se réuniront dans les prochaines heures autour du Premier ministre. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 20e réunion tenue le 17 septembre 2021. 4. Examen et adoption des dossiers. Problématique de la fermeture des ports privés et clandestins. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a indiqué qu'à la suite des décisions du Conseil des ministres, une commission interministérielle a étudié techniquement la problématique de fermeture des ports illégaux et clandestins et proposé des solutions conséquentes. Donnant le contenu du rapport dressé par cette commission interministérielle, le ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement a indiqué que l'exploitation illicite des ports et la spoliation des concessions de la SCTP SA et de la SNCC SA constituent un sérieux défi de gouvernance dans le secteur du transport maritime, fluvial et lacustre. En effet, l'examen synthétique préliminaire de quelques dossiers des ports privés a été essentiellement sur la conformité aux textes qui les régissent, ces deux sociétés de l'État précitées, examen qui relève clairement que l'exploitation empiète sur tout ou partie des concessions des dites sociétés. Au cas par cas et par aire portuaire d'exploitation des biefs inférieurs et supérieurs, une liste non exhaustive des ports illégaux et clandestins a été présentée au Conseil. Une série de recommandations a été formulée pour mettre fin à l'anarchie et parvenir à la restauration de l'autorité de l'État. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a invité les ministres sectoriels qui ont formulé des observations pertinentes sur cette question à s'impliquer pour enrichir techniquement ce travail en vue d'assurer une meilleure application de la décision de fermeture de ces ports. État des lieux de l'exécution technique et financière du contrat sino-congolais. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a fait l'état des lieux de l'exécution technique et financière des projets d'infrastructures retenus dans le cadre du programme sino-congolais. Sur un financement prévu de 3 milliards de dollars américains, le montant investi par la partie chinoise se chiffre à 825 millions, intérêts non compris, ce qui dégage un taux d'exécution de 27,5% de ce deuxième volet du contrat sino-congolais. Ce montant a été affecté à l'exécution de 40 projets, dont 27 achevés et 13 en cours d'exécution. Un programme séquencé en 6 phases a été proposé pour le décaissement du solde de 2 milliards restants sur la période 2021-2025. D'où la nécessité de libérer les tranches de 150 millions prévues pour 2021 et 300 millions de dollars prévus pour 2022. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a aussi suggéré au Conseil de convaincre Somico SA, au regard des flux de trésorerie enregistrés, à revoir son plafonnement du financement des projets d'infrastructures actuels, chiffré à 1,053 milliards de dollars. Abordant dans le même sens, le ministre des Mines s'est penché sur l'exécution technique et financière du projet minier concerné par le partenariat sino-congolais. Il en ressort qu'environ 2,454 milliards de dollars a été jusqu'alors effectivement investi sur le financement prévu de 3,2 milliards, soit un taux d'exécution de 77%. En ce qui concerne les problèmes majeurs d'ordre juridique, technique et financier constatés dans la convention de collaboration, le ministre des Mines a suggéré notamment
une évaluation à l'exécution du projet minier par une commission interministérielle pour déterminer les dépenses engagées dans la mise en œuvre du projet et de se rendre compte du taux réel de l'exécution de la Convention en vue d'envisager le futur. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. À charge pour la Commission de soumettre les conclusions de ses travaux au Conseil dans 2 semaines. Examen et adoption du projet de texte. 5. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. En vue de permettre à nos forces armées de poursuivre les opérations, le vice-ministre de la Justice et des Gardes-Sceaux a présenté à nouveau le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours, prenant cours le 4 octobre 2021. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Commencé à 11h20, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 17h29. Je vous remercie.